Noël approche à grands pas et comme chaque année, les campagnes de mobilisation en faveur des enfants démunis se multiplient en Côte d'Ivoire. Mais que se passe-t-il après les repas festifs, la visite tant attendue du Père Noël et les cadeaux? Eh bien, on va en parler avec des activistes pour qui la protection des enfants est la mission 365 jours de l'année. Mesdames et messieurs, les femmes d'ici sur NCI, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous quotidien 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour Anan, comment allez-vous? Très bien. Ça va vous allez bien? On sent les fêtes qui approchent. Oui, on est dans l'euphorie, justement, avec les couleurs. Exactement. Pas par moi, mais... Non mais ça va, c'est aussi ça fait partie des couleurs. aussi. Le noir fait partie des couleurs. Alors les filles, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas très gai. On va parler des enfants démunis. Ces enfants dont les parents n'ont pas forcément les moyens de leur offrir un beau Noël, à l'approche de Noël. Est-ce que vous faites partie des personnes qui offrent des cadeaux aux enfants démunis quand Noël arrive? Alors, moi, j'ai 2 garçons. Et donc, ce que je fais chaque année, c'est que je fais déjà un tri des habits qui ne portent plus, mais qui sont encore en bon état, les jouets également. Et le 25, dès que les enfants ont fini d'ouvrir leurs cadeaux, je prends ma petite voiture, je mets tout dans la voiture et je vais à l'orphelinat de Bingerville pour faire un don. Et souvent, ce qui m'est arrivé de faire aussi, c'est d'aller dans un magasin et d'acheter, en tout cas pour une certaine valeur de cadeaux. Et je vais au CHU de Cocody pour les enfants malades. Je vais moi-même et je distribue des cadeaux dans chaque chambre. C'est important en tant que maman. En tant que maman, c'est quand même assez important pour moi de le faire. Non mais pareil, je fais ça. On fait toujours, chaque année, on fait le tri des cadeaux et on les offre justement aux enfants démunis. Et je participe quelquefois à des activités d'associations qui ont besoin de donner un repas ou une fête, un arbre de Noël pour la fin d'année aux enfants. Moi, je dirais que je n'ai pas de tradition particulière, mais chaque année, j'essaie effectivement soit de donner ce que j'ai à la maison, soit d'aller chercher. Après, c'est vrai que moi, je ne le fais pas que pour Noël, on le fait pour les fêtes musulmanes. Oui, justement. Voilà. C'est pareil. Parce que pour nous, c'est bon. Voilà. C'est vrai que culturellement, c'est un peu différent, mais j'essaie de le faire aussi pour moi. Mais c'est pareil pour moi, hein, avec la religion, on fait déjà toujours des dons. Mais pour Noël, j'avoue que je ne fais pas particulièrement pour Noël, mais j'assiste beaucoup d'ONG qui me contactent et qui organisent des arbres de Noël et tout. Je donne surtout en nature ou en espèces. Ou en temps. Voilà. En temps, oui, c'est vrai. Pas moins. Par contre, les temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je fais de mon mieux quand même pour aider ces personnes-là. Écoute, on aide comme on peut. En tout cas, c'est ça. Et vous, mesdames et messieurs, est-ce que vous offrez des cadeaux aux enfants démunis lors de la fête de Noël? On écoute certaines de vos réponses tout de suite. Je le fais peut-être sans le savoir parce que souvent les enfants de mon quartier, je ne regarde pas si tu es démuni ou pas. Le 24, souvent j'organise un petit show à la maison, il y a des ballons, il y a des chapeaux, il y a des sifflets que j'ouvre des enfants. Mais ça, je ne trie pas pour savoir qui est démuni et qui est nanti. Je me suis senti heureux et puis satisfait de pouvoir le faire, ce geste-là pendant la fête de Noël. Oui, il était dans une organisation. Voilà. Mais c'était cool, les enfants étaient très contents, et tout le monde était en joie, quoi. Donc ça m'a fait plaisir aussi. Oui, les enfants orphelins, c'est les enfants de 9 mois d'une femme. Donc n'importe quel enfant, quand on voit les enfants, c'est normal qu'on va leur donner les cadeaux. Moi, je leur donne les cadeaux parce que quand je me rappelle que c'est une femme qui supporte aussi, qui a supporté 9 mois, quand je vois les enfants, il n'y a pas de parents, moi, je veux vraiment les accueillir, même les garder. Oui, j'ai déjà offert des cadeaux à des enfants démunis et ça m'a fait plaisir. Ça m'a mené à ressentir automatiquement ce que je ressentais lorsque je recevais des cadeaux de la part de mon papa ou de ma maman. Donc tout de suite, je voulais communiquer cette joie-là à ces personnes que je connaissais. Non, pour le moment, en fait, au défaut de moi, je n'ai pas encore offert des cadeaux aux enfants. Ah oui, ça, on reçoit une joie intérieure lorsqu'on fait un cadeau à un enfant orphelin ou bien démuni. C'est vrai, je veux aider. Mais comme moi-même j'en ai déjà et je n'ai pas de revenus, de gros revenus pour pouvoir m'occuper de pour moi-même. Donc vu cela, je ne peux pas aller aider d'autres. Voilà pourquoi. Bon, je n'ai pas encore fait. Non, bon, parce que les rumeurs circulent que le Père Noël est atteint de
Covid-19 et puis il est décédé. Donc c'est juste la raison pour laquelle je n'ai pas encore fait. Non, le gars, il est sérieux là. Il est sérieux là. On dit le Père Noël a atteint le Covid. C'est la bonne excuse pour pas acheter de cadeaux. C'est exactement ça. C'est ça tue la magie quand même. Les pauvres enfants. Les pauvres enfants. Il faut penser à ça. Quoi. Mais oui, je te dis. Non, mais moi, je pense que les personnes qui disent qu'elles n'ont pas forcément, la dame qui dit qu'elle n'a pas forcément les moyens d'offrir. Moi, je pense que même tout petit, même, je sais pas, il y a des petites choses qui comptent. Hein. Je pense pas qu'il faille forcément avoir énormément d'argent. Ça dépend des moyens. Et c'est surtout que des fois, il faut en avoir assez pour pouvoir donner. Si on n'a pas assez, on ne peut pas donner. Et puis pour ça, on commence par sa famille. Quoi. Voilà. Après, c'est bizarre, mais moi j'ai l'impression que quand on donne, c'est là que tu reçois. Non, ça, sûr. Après, comme on dit, un peu est mieux que rien. Ouais. Même si la dame, elle n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais même ne serait-ce que donner 10 ou 5%. C'est ça que je pense, ouais. Et comme tu le dis, en général, quand tu donnes quelque chose, dans l'univers se passe et tu reçois. C'est important. Non, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Après, la question qui se pose aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans l'associatif et pour aider les personnes qui ont moins, les enfants qui n'ont pas beaucoup pendant les fêtes de Noël, pendant cette période un peu festive, parce que c'est important. Mais que se passe-t-il le reste de l'année ? Il y a des acteurs qui s'occupent et qui se préoccupent de tout ce qui concerne l'enfance et la protection de l'enfance toute l'année. C'est leur travail. Et on va justement les accueillir en plateau pour parler donc de ce sujet. Avec eux, on va tout de suite accueillir Mouna Diabagaté, présidente de la chaîne caritative Aimons-les, et Magloire Amichia, présidente de l'association Les Zinzins du Bonheur. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Merci d'être là. Merci en tout cas. Merci de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on en parlait, les fêtes approchent, donc on parle beaucoup des enfants démunis, beaucoup de personnes s'organisent en faveur de ces enfants démunis, mais juste avant de parler plus dans le détail des missions que vous accomplissez au quotidien, je vais quand même donner quelques chiffres qui sont importants de retenir. C'est que environ 42% de la population ivoirienne est âgée de 0 à 14 ans. C'est vous dire combien la population jeune est importante. 25% de cette population n'est pas enregistrée à l'état civil après sa naissance. Ça a beaucoup d'impact, effectivement. Et le taux brut de scolarisation était de 8,03% en 2017, selon l'UNESCO. Donc voilà, des chiffres qui parlent et qui nous expliquent pourquoi c'est important de s'occuper des enfants. Alors, moi, est-ce que vous saviez plus ou moins qu'il y avait ce gros problème-là avant de vous pencher sur les enfants ? Parce qu'il y a beaucoup d'ONG, les gens font un peu de tout et tout. Pourquoi vous avez choisi les enfants ? Moi, je vais répondre. D'accord, allez-y. Les enfants, pourquoi ? Un peu par déformation professionnelle. Vous savez, moi, je suis pharmacien dans un hôpital public au CHU de Trècheville. Okay. Et je m'occupe un peu de tout ce qui est approvisionnement en médicaments. Et tout ce qui est approvisionnement en médicaments, j'ai un fait particulier pour les enfants parce que c'est la frange la plus fragile. C'est la frange la plus fragile. Et c'est là où il y a le plus de souffrance. Souffrance pour les parents, souffrance pour les enfants, mais souffrance aussi pour toute la communauté médicale. Ouais. Donc, les chiffres que vous avez dit tout à l'heure sont effarants parce que 8% de la population a droit à l'éducation. C'est important. C'est important et il faudrait que, je ne vais pas dire les autorités, mais tout un chacun, tout le monde s'occupe. Et comme on le dit chez nous, au niveau de l'association caritative Les Zinzins du Bonheur, un geste peut donner le sourire. Ouais. C'est bien dit ça, c'est bien dit. Alors vous aussi, c'est plus ou moins pareil ? Oui, c'est plus ou moins pareil. J'avais pas les chiffres exacts, mais je pense que quand on se promène un peu partout, on sent qu'il y a un problème en fait. Qu'il y a véritablement un problème par rapport aux enfants. Ouais. Donc voilà. Est-ce que de manière générale, les dons que vous recevez suffisent pleinement à satisfaire justement ce besoin-là de s'occuper des enfants ? Je dirais pas à 100%, mais je suis pour plusieurs gouttes d'eau qui font le lac, qui font le fleuve, qui font la mer, et ainsi de suite. Si chacun d'entre nous peut donner un cadeau à un enfant défavorisé, démuni, il rendra des familles heureuses. D'accord. Alors vous deux, tous les deux, vous avez les mêmes, vous êtes dans les associations caritatives, mais je pense que vous fonctionnez différemment, n'est-ce pas ? Alors vous prenez des bénévoles, des personnes qui sont avec vous
qui vous accompagnent et vous, vous vivez plutôt de dons de la part d'autres personnes. Exactement. Nous, on vit de dons. En fait, on est toujours en train de réfléchir à, comment dirais-je, la structuration. À la manière. La structuration. Oui. Voilà, parce que ça fait la première édition a été faite il y a 1 an. Vous êtes un groupe de personnes, vous êtes combien? On est 5 personnes. Ah, d'accord. Ok. On est 5 personnes. Oui, c'est encore plus. Vous avez 1 an, c'est ça? Et on a 1 an. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel aux dons. Okay. Donc, on contacte des pouponnières, des orphelinats. Au début, on n'était pas forcément figé sur les orphelinats. Okay. On était sur les personnes démunies. Toutes les personnes démunies. Toutes les personnes démunies. Sauf qu'avec le temps, dans ces 1 an, on s'est rendu compte que la principale cible, comme l'a dit monsieur, ce sont les enfants. C'est toujours eux qui, finalement, prennent les pots cassés de beaucoup de choses, quoi. D'accord. Voilà. Et vous êtes avec des bénévoles? Oui, on fonctionne à peu près pareil. Hein. Nous, on est un peu plus, on est là depuis 9 ans. L'année prochaine, on fera 10 ans. C'est un appel aux dons, mais c'est vraiment du bénévolat. Quand je dis du bénévolat, on a un seul salarié dans notre association, c'est la secrétaire. Sinon, tout le monde donne de son temps gratuitement. Tout le monde donne de son temps. Ah. Et on a plusieurs activités comme ça dans l'année. Et nous, chaque année, on sait ce qu'on va faire, en fait. Donc, cette période, on vient de finir l'année 2020. Donc, on sollicite les structures, elle a dit orphelinats, ça peut être les écoles. Hein. Nous, on n'est pas forcément dans les orphelinats, on peut être des écoles. Vous savez aussi, je vous informe qu'il y a plusieurs écoles ici qui n'ont pas de toilettes. C'est inadmissible pour moi que les enfants, les enseignants n'aient pas de toilettes, ni de point d'eau. Et vous savez qu'on est en période de Covid, on dit qu'il faut se laver les mains, mais il faut trouver de l'eau pour se laver les mains. Oui. Donc, on est aussi dans l'éducation, on est dans la santé, on est dans les loisirs, on est dans l'environnement. Et puis, véritablement, on a tissé notre toile, mais focus sur les enfants. C'est vrai que vous vous occupez essentiellement des enfants et comme vous venez de le dire, il n'y a pas que Noël. Quelles sont les actions que vous menez après justement cette période festive? Je vais parler un peu du déroulé. Vous savez, la Covid a été découverte courant mois de mars. Oui. Courant mois de mars. Et en mars, on avait une activité qu'on appelle chez nous le partage du bonheur. C'est-à-dire, on va s'imprégner de la réalité d'un orphelinat ou bien d'un orphelinat, si c'était un orphelinat. On avait ciblé un monsieur, superbe monsieur, qui fait 300 repas par jour aux enfants en Côte d'Ivoire ici. 300 repas par jour. Donc, on avait prévu l'aider. Et lorsque la période de Covid est arrivée, on s'est dit, waouh, bon, vous allez dire que c'est parce que je suis médecin, hein, je suis pharmacien. On a détourné ce projet-là et on a offert 150 repas par jour pendant 2 mois au corps médical. Parce qu'ils étaient en première ligne sur la Covid, mais moi je suis dans le milieu, mais la nourriture n'arrivait pas à temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fallu les motiver. Et la seule façon pour nous, pour les motiver, c'est de leur donner un repas décent. Alors moi j'ai une question, c'est comment on arrive à motiver les gens pour donner de leur temps? Parce que le temps, c'est quelque chose quand même de... Je pense que c'est le truc le plus cher qui coûte. Et comment on arrive à motiver les personnes pour donner de leur temps, surtout que ça fait 9 ans que vous existez? Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai vu sur la toile, justement, comment les enfants ont commencé. Aujourd'hui, il y a vraiment des activités planifiées, organisées, même des ambassadeurs, des bénévoles qui prennent en charge, pas financièrement, mais qui ont le lead sur les activités. Comment vous avez réussi à motiver, justement, ces personnes-là pour tenir jusqu'à 9 ans aujourd'hui? La motivation, en fait, on s'est appuyé sur les réseaux sociaux. On s'est appuyé sur les réseaux sociaux et je le dis toujours, il y a longtemps, nous, on fait du télétravail. Donc, pour donner du temps, il faut avoir du temps toi-même d'abord. Oui. Il faut avoir du temps toi-même à donner. Oui. Et tu choisis ton créneau, on n'impose pas. On n'impose pas, on ne va pas se dire on va faire une réunion toutes les semaines, on va s'asseoir dans un bureau, même dans une salle de conférence, non.
on travaille avec Zoom, on travaille avec Facebook, on fait des réunions en ligne. On fait des réunions en ligne. Et comme je le dis, on sait où on va. Pour l'année 2021, on va fixer nos objectifs à partir de février. Pour le moment, on recense tous les centres qui sont démunis, qui ont besoin de réhabilitation. Donc, à partir de février, on sait qu'est-ce qu'on va faire toute l'année. Donc, toi, tu es bénévole, tu dis, peut-être le mois de février ne m'intéresse pas, mais j'aimerais aller dans le mois de mars, ou dans le mois de juin. Je serai disponible dans le mois de septembre. C'est comme ça que ça Je serai disponible pour la Noël. On a une activité en Noël qu'on appelle la caravane du bonheur. Donc, chacun choisit son créneau. Vous laissez assez de liberté aux très flexible. D'accord. C'est le but. Très c'est ce qui flexible. fonctionne. Voilà. Mouna, on va vous donner un petit peu la parole également. Alors, pour parler de votre association qui est plus jeune, vous avez dit que pour vous, la cible, ne serait-ce que par votre constat, dans votre quotidien, par le constat que vous avez fait au quotidien, de voir comment les enfants souffrent le plus en termes de population. Alors oui, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce qui est des enfants, mais quels objectifs particuliers vous avez? Quels problèmes ciblez-vous en particulier, si vous en ciblez? Je vais revenir un peu sur ce que monsieur a dit. Ce que Magloire a dit tout à l'heure. En un an, demander à des personnes d'accorder du temps, de nous accorder du temps, d'accorder de l'importance à une association, c'est très, mais vraiment compliqué. Parce que déjà, les gens ne comprennent pas. Et le fait de penser que ça peut être une ONG, entre guillemets, crée beaucoup de soucis. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a une certaine arnaque. De confiance, c'est ça? Il y a un problème de confiance. Voilà. Il y a une question d'image. Donc, quand c'est nouveau, les gens se disent « Ah, mais c'est nouveau. » Donc, c'est pour ça que, généralement, nous, on prend que les dons en nature. Ah, d'accord. On évite tout ce qui est dons en espèces, pour le moment. Le temps, comme je l'ai dit, de bien structurer l'association. D'accord. Donc en fait, vous vous focalisez sur les dons pour les enfants défavorisés. Oui, pas forcément pour les enfants défavorisés. Par exemple, l'année passée, pour le mois de Ramadan, de Tabaski, on est allé dans une zone à Bobo derrière Rail où c'était vraiment compliqué pour des personnes de pouvoir fêter, de pouvoir même manger. Donc on a décidé de par nous-mêmes de faire un appel aux dons et voilà. Et vous menez des actions en fait tout au long de l'année? Oui, tout au long de l'année. D'accord. Est-ce que vous êtes seulement sur Abidjan ou est-ce que vous vous étendez à... On est principalement sur l'intérieur. L'intérieur? Oui. Parce que c'est bien. L'année passée, nous étions à Mans. Cette année, il y a, je pense le 19 là, on était à la pouponnière d'Adiaké. Ouais. Voilà. J'ai une question sur les difficultés. Pardon. Allez-y. Sur les difficultés. Parce que c'est vrai que déjà, c'est difficile. Personnellement, je préfère donner et ne pas voir parce que ça risque de me plomber. Donc, comment vous gérez ça déjà? Gérer les enfants, les personnes, voir en fait vraiment la réalité autour de vous. Comment vous gérez ça? La question se pose à vous deux. Et la deuxième chose, les difficultés que vous avez justement à récolter et à offrir en fait après aux enfants. Bon, déjà, il faut savoir que à chaque fois que moi je pars, moi je pleure. Ah oui, bien sûr. Parce que je vais raconter une petite anecdote. Je parlais hier, le 19, pardon, avec la sœur Akré, qui est à la pouponnière d'Adiaké, qui nous expliquait en fait que depuis 40 ans, aucun parent n'était venu récupérer son enfant. Depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que la pouponnière existe. Donc les enfants qui sont là-bas, ils ont quel âge? Ils ont 2 ans. Ils ont des 0 à 2 ans. Et après 2 ans, ils partent en adoption. Oh là là. Donc on retrouve des enfants en brousse, des enfants avec le cordon ombilical. Alors, c'est pour dire. On va continuer. On va continuer tout de suite. Vous n'oubliez pas cette anecdote. Non, on va juste digérer un petit peu. D'accord. On va passer à la page pub et on se retrouve tout de suite après la page pub. D'accord. Ah là là, c'est triste. Bienvenue à vous
vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. On continue à parler des enfants et de la protection des enfants défavorisés avec nos deux invités. Mouna Diabagaté, présidente de la chaîne caritative Aimons-les, et Magloire Amichia, présidente de l'association, pardon, je vais dire ONG, mais c'est pas ça, Les Zinzins du Bonheur. Merci à tous les deux. On continue cette conversation et vous nous racontiez juste avant la pub une anecdote assez poignante. Donc, comme je disais, la sœur en question, la sœur Acré, nous a raconté un peu comment parce que j'avoue que je me demandais, mais comment ça arrive qu'il y ait des enfants de 0 à 2 ans et il y a 50 enfants dans cette pouponnière-là. Donc je me demandais, mais comment ça pouvait arriver? Donc elle expliquait les conditions dans lesquelles elle les retrouvait. Donc comme je l'ai dit, il y en a qu'on retrouve dans la forêt, avec du sang et tout, en même temps. Il y en a qu'on retrouve dans la brousse, dans les poubelles. Je demandais en fait la raison et... Oui, il y a des causes. Il y a des raisons, il y a des causes. Et quoique bon, on ne peut pas juger, je veux dire, mais bon, la tradition africaine y est pour beaucoup. La tradition africaine y est pour beaucoup. En fait, c'est souvent des jeunes femmes qui... C'est des jeunes femmes, en fait, voilà, mariées, exactement. qui ne peuvent pas garder les enfants. Exactement. Par manque de moyens. Exactement. Ouais. Mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'État fait aussi son travail quelque part? Parce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux certaines pouponnières qui sont vraiment... ils ne sont pas réhabilitées. Il y a plein enfin, comme on dit, il y a des soucis. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État fait son travail? Est-ce qu'il vous accompagne comme il faut? Et qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Nous, au niveau de l'association caritative, on a axé notre action sur des pouponnières dites privées. Okay. Ah, d'accord. Parce que à côté je peux dire, l'État, c'est nous tous. Hein. L'État, c'est nous tous. L'État a ses priorités, certainement. Et est-ce que c'est bien utilisé, est-ce que c'est pas bien utilisé? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense aussi que, comme Mme Diabagaté l'a dit, lorsque vous partez dans une pouponnière et que vous voyez que les carreaux ne sont pas mis et que vous envoyez un paquet de ciment ou des carreaux, il faut que la réhabilitation de ces centres-là soit l'affaire de tous. Parce que lorsqu'on dit l'État, on a l'impression que c'est une personne qui est quelque part, qui doit venir faire les autres. Ben non. Non, mais il y a quand même des politiques publiques qui doivent être... Non, mais quand vous regardez les pays développés, à côté de l'État, il y a toute une organisation de la société civile autour de ces pouponnières, autour de ces personnes fragiles. Il faudrait que on ait cette culture-là, finalement. Parce qu'on a toujours de dire l'État. À chaque fois, c'est pas seulement dans ce domaine, hein, mais partout, on a l'impression de dire l'État ne fait rien. Mais il faut qu'on s'organise, nous. Voilà. C'est vrai que c'est la culture. Nous, au niveau des Zinzins du Bonheur, parce qu'à côté de ces pouponnières publiques, il y a des personnes qui transforment les maisons en orphelinat. Ah oui. C'est bien ça. En orphelinat. Et nous, dès qu'on a ces informations-là, c'est vers ces pouponnières-là qu'on va. C'est vers ces pouponnières qu'on fait des appels de dons pour récolter les fonds, pour réhabiliter. Et elle a dit quelque chose qui est important. Voilà, bon, je n'aime pas le vocable ONG parce que c'est très péjoratif. C'est péjoratif. On s'est dit, nous sommes une association caritative. Et ce qui est important, il faut rendre compte. C'est ça. Il faut rendre compte. Donc, lorsque quelqu'un t'a donné des sous pour pouvoir faire un travail, une fois que le travail est fait, il faut le rendre compte. Il faut dire, vous nous avez donné de l'argent, voilà ce qu'on a fait. Exactement. D'accord. Est-ce que vous, entre vous, Action Caritative, vous travaillez toujours ensemble, en symbiose, ou il y a de temps en temps des petites piques, parce que je pense que vous m'en aviez parlé juste avant l'émission. Oui, donc je disais tantôt que c'est vraiment dommage que des fois, toutes ces associations-là se marchent sur les pieds ou bien se tirent dans les pieds pour dire c'est moi qui fais ça, c'est moi qui ai fait comme si. Vous savez, le prestige et la gloire, il y a des gens qui vivent que de ça. Oui. Qui vivent que de ça. Malheureusement. Donc, moi, j'ai coutume de dire que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. C'est mon leitmotiv. Mouna et Magloire, je pense que la question est pour vous deux. Quand on pense aux enfants défavorisés, je pense qu'on pense à beaucoup de différents
type d'enfants touchés par la pauvreté ou par d'autres handicaps. Quel type d'enfants défavorisés avez-vous pour cible, vous rencontrez-vous dans votre quotidien au niveau de l'association des Jeunes du Bonheur, nous sommes, disons, sur plusieurs arts. Ouais. Il y a 2 ans, on a été sollicité, paix à son âme, par une dame qui était merveilleuse, qui est décédée de façon tragique. Là. Elle s'occupait d'enfants qui vivent avec l'insuffisance rénale. C'est un gros scandale de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne doit pas mourir d'insuffisance rénale. Ah oui, je sais. J'en parlais tout à l'heure. On ne doit pas mourir d'insuffisance rénale. Je disais que c'est incroyable. On doit mourir de complications d'insuffisance rénale, mais on ne doit pas mourir parce qu'on ne peut pas faire de dialyse. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, les enfants sont les mal lotis, les enfants qui ont l'insuffisance rénale. Ah oui. Parce que, je vous donne un exemple à parole de grandeur. Un adulte qui a une insuffisance rénale est dialysé, ça lui fait moins de 2000 francs par séance de dialyse, parce que l'État prend en charge une partie de sa Et ça, c'est dans un établissement public. Dans un établissement public. C'est déjà ça. Mais un enfant dans ce même établissement public, il n'aura pas ces 2000 francs. Ah bon? Mais c'est là la question de l'État, de la limite de l'action. C'est là, je dis, il faut qu'on revoie nos priorités. Nos priorités. Je peux dire ça comme ça, nos priorités. Bon, on l'a aidé. Pendant un moment, il y a d'autres fondations aussi qui aident. Hein. Ce n'est pas seulement que les Jeunes du Bonheur. Il y a d'autres fondations. Il y a plein de personnes privées qui vont en aide à ces enfants-là. Parce que le taux de mortalité de ces enfants est énorme. Oui, je sais. Il est énorme. Parce qu'un enfant a droit à 3 dialyses par semaine. À 80 000 francs la dialyse. C'est lourd, très lourd. Très lourd et très souvent c'est à vie. Oui, c'est à vie. Très souvent c'est à vie. Donc il y a ceux-là qu'on a aidés. Il y a des enfants qui sont en handicap psychique. Et il y a des structures privées comme ça qui nous sollicitent pour venir en aide. Et plusieurs types d'enfants, en fait. C'est pas seulement que les enfants... En pauvreté, en situation de pauvreté. D'accord, vous aussi, c'est pareil? Oui, mais enfin, avec une différence, c'est qu'il a 9 ans de... Oui, bien sûr. D'expérience. Il faut commencer quelque part. On a commencé comme vous, hein? Oui, c'est ça. On a commencé comme vous. Donc, en vérité, en ces 1 an, on s'est peut-être... à tout casser 2 ou 3 enfants qui étaient... handicapés mentaux et handicapés physiques. Voilà, donc on leur a offert des chaises roulantes. Chaises roulantes, de quoi se déplacer et tout ça. Oh là là. Merci beaucoup. Pardon, non mais vas-y rapidement. Vas-y, la question. Pour moi, l'information, c'est la clé. Parce que pour pouvoir faire une action, il faut avoir toutes les informations. Oui. Est-ce qu'en tant que, justement, association, vous avez toutes les informations pour pouvoir répondre aux besoins? Parce que la question de Hanan, c'était ça, c'est... Combien d'enfants souffrent, par exemple, de déficience, sont handicapés mentalement, handicapés physiquement, ont telle ou telle maladie, ou vivent donc sous le seuil de pauvreté, quoique je n'aime pas trop l'expression seuil de pauvreté, mais parce que c'est relatif. C'est relatif, absolument. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que vous avez justement accès à ces informations-là pour mieux cibler les actions? Parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de culture, que tout le monde comprenne. Je pense que si on a l'information aussi de qu'est-ce qui se passe autour de nous, on pourrait aussi mieux accompagner ou mieux donner aux associations, en fait. Oui, je dirais que l'information, c'est la clé. L'information, c'est la clé. Et il faut savoir communiquer et communiquer la bonne information. Exactement. Donc voilà pourquoi je dis que nous, on prend notre temps pour aider. Pendant le mois de décembre jusqu'en février, on va faire un brainstorming, on va recruter plusieurs associations qui vont nous dire « nous, on est comme ci, nous, on est comme ça, venez nous aider ». Et on a un chef projet. Pour chaque projet, on a un chef projet. D'accord. Et le chef projet est chargé d'aller dans la structure, de recenser, comme si ce sont les enfants malades, de recenser tous ces enfants malades, quels sont les besoins réels, quels sont les besoins réels. Monter le projet, c'est exactement... Oui, comme une entreprise. Comme une entreprise. Oui. On fonctionne comme un exactement. Projet, donc, on sait combien le projet va nous coûter avant, pendant et après. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, il ne faut pas faire une action et puis partir. Il y a un suivi derrière. Il ne faut pas faire une action et puis partir. Par exemple,
Je veux dire, pour l'année scolaire, le chef de projet, pour cette année, on a donné des sacs, vraiment des sacs, c'est pas des petits sacs pour dire 2 cahiers, 2 stylos, et puis on dit on a offert un kit scolaire. Non. On va au ministère de l'Éducation nationale, on dit quels sont les cahiers, les stylos, tout ce qu'il faut pour une année. Wow. Et le sac, concret. Il a tous les stylos, tous les cahiers, tous les livres qu'il faut pour une année. Donc on s'est dit que pour une année, l'enfant n'aura plus de... Les parents n'ont plus n'ont plus de soucis à se faire. Plus de soucis. Mais le chef de projet, il est obligé de nous rendre compte l'année qui suit pour nous dire est-ce que le sac qu'on a donné à cet enfant défavorisé a permis à l'enfant de passer en classe supérieure. Vous vérifiez même les résultats scolaires et tout? Oui. Et là, ça permet d'ouvrir l'assiette. D'accord. On va continuer tout de suite avec Ami. Mais vous ne partez pas, hein, Magloire et Mouna, vous ne partez pas. On va tout de suite continuer avec Ami dans sa rubrique Zone Digitale qui va nous dire comment est-ce qu'on peut se procurer des cadeaux sans se déplacer. Tout de suite dans la chronique Zone Digitale. Alors, donc c'est vrai qu'on parle d'enfants démunis, mais il faut quand même s'offrir des cadeaux ou offrir. Et quand c'est Noël, d'offrir, ça reste la période. Ça reste quand même la période, donc on va conserver un peu de magie. Donc j'ai flâné un peu sur Internet, essayé de dénicher des idées cadeaux à offrir sans se déplacer, parce qu'embouteillage, etc. Et les... Je sais que les embouteillages, c'est vrai. J'ai d'entendre ce que tu vas dire. Vraiment. Donc voilà. Et vous savez aussi que j'ai un penchant pour tout ce qui est marque locale. Oui. Donc ma liste, en fait, vraiment, elle est inspirée de ça. Donc la première idée cadeau, donc ce sont des puzzles. Connais-tu mon beau pays? J'aime bien cette idée de puzzle-là parce que ça te permet de reconstituer des pagnes dans différentes localités, des visuels de chez nous, etc. Comme on voit à l'image. Et pour pouvoir acheter les puzzles, il faut juste aller sur le compte Facebook ou Instagram. Connais-tu mon beau pays? X. Et le puzzle, ça coûte 10 000 francs. C'est vraiment un gros puzzle à faire en famille. C'est assez intéressant. C'est génial. Ensuite, il y a les cartes, parce que vraiment, les cartes de jeu de Neymar Dolls. Donc, Neymar Dolls, c'est une marque qui faisait des poupées, justement africaines, qui sont à l'image de chez nous. Et ils ont sorti une nouvelle édition pour des cartes qui s'appelle Bienvenue en Côte d'Ivoire. Et pareil, c'est le même principe. C'est que c'est adapté. Donc, le roi, c'est le valet, c'est un valet à corps. Le roi, c'est un roi d'été et tout ça. Donc, ça, c'est assez intéressant et ça coûte 2 000 francs. Donc, d'aller acheter les cartes lambda. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi parce qu'on redécouvre le pays où on apprend encore. Et ça aussi, c'est disponible sur la page Facebook Neymar Dolls. Il suffit d'aller là-bas, vous commandez, vous êtes livré. Ensuite, moi, j'espère qu'elle ne va pas voir cette émission avant. J'ai pris des dinettes pour ma fille. Donc, j'en ai cherché partout. Il y a plusieurs marques qui en font et ça, c'est très bien. Il y a il y a un site marchand qui s'appelle Yemaya Design, donc yemayadesign.com. Vous allez avoir d'autres idées cadeaux, mais moi j'ai pris des dinettes africaines, donc pour se retrouver dans la cuisine de chez nous, etc. Donc voilà. Et enfin, c'est trop mignon. Ouais, voilà. Et enfin en termes d'idées cadeaux. D'idées cadeaux, il y a le jeu Snap. Donc Snap, en fait, c'est une page Facebook, c'est un média qui diffuse des vidéos assez intéressantes. Et ils ont décidé de lancer un jeu pour pouvoir passer des beaux moments en famille, pour éviter que quand on soit en train de prendre du temps, on soit sur le téléphone. Donc il y a 4 éditions. Donc il y a l'édition Chill. Donc ça, c'est pour les gens qui... Je vais vous prendre ça quand même. D'accord. C'est pour les gens qui prennent des verres. D'accord. Donc, PS, l'abus de l'alcool étant dangereux pour la santé. Donc, en fait, le principe, maintenant, quand on ne boit pas, on ne peut pas jouer. Si, on peut boire de l'eau ou du bissap ou avoir. Avec autre chose. Voilà, j'essaie de vous passer quand même. Je vais me lever rapidement. Voilà. Donc, en fait, c'est des gages. Par exemple, le chill, c'est des gages. Anan, qu'est-ce que tu as? Désigner un joueur maintenant, s'il perd durant les 3 prochains tours, doubler sa pénalité. Voilà, donc vous pouvez décider de la pénalité. Donc c'est assez intéressant. Il y a pour la culture, donc il y a des questions même sur Arafat, etc. Sympa. Et donc, je vous conseille ça, c'est 5 000 francs le paquet. Donc vous pouvez acheter les 4 et vous offrez à tout le monde. Et donc on le trouve sur la page... Snap, alors oui, sur la page Snap ou sur le compte Instagram, oui, Snap Together, donc en anglais. Snap Together. Voilà. En quelques secondes, on conclut, Ami. On peut totalement cliquer.
Et dernier bon plan quand même pour Noël, c'est pour des personnes encore qui ne veulent pas se déplacer, qui ne veulent pas cuisiner. Il y a 2 choses, c'est que vous pouvez vous faire livrer. Donc il y a plusieurs restaurants qui font ça. Ah, les repas. Les repas. Donc là, il y a le livreur qui est sur Instagram aussi. Donc c'est pierre.alain.assandre. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment pour les paresseux qui ne veulent pas bouger ou bien parce qu'on offre des cadeaux, mais on doit manger un peu. Il y a une dernière. Moi, personnellement, j'ai pris traiteur cette année. J'avais pas envie de préparer. Oui, il y avait une dernière idée. Il y avait un dernier bon plan pour les gâteaux. Donc des cupcakes, des gâteaux avec la crème dessus et les biscuits de Noël décorés. Donc ça aussi pour briller dans son repas de Noël, genre, voilà. Donc c'est cup.abidjan et elle fait justement des offres qui commencent à partir de 7500. Je trouve que c'est assez intéressant. Oh, merci Ami. Merci Ami. Voilà, Franchement, c'est top. On pourra avoir des cadeaux sans se déplacer. Alors, Magloire et Mouna, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier mot rapidement avant qu'on... Moi, ce que j'aimerais dire, c'est... Je veux que les gens... Enfin, je ne dis pas que les Ivoiriens n'ont pas le don de soi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que... Qu'ils s'impliquent davantage. Qu'ils s'impliquent davantage dedans. Et faut pas qu'ils aient... Parce que les gens ont l'impression qu'ils ont besoin de donner beaucoup. Mais c'est pas ça, en fait. Juste un peu est suffisant. Juste un peu, comme j'ai l'habitude de dire, 1 kilo de sucre, 1 kilo de riz, 500 francs, 100 francs, 200 francs. Déjà ça. C'est déjà bon. C'est déjà ça. D'accord. Merci. Et vous, Magloire? Moi, je vais terminer par un geste simple qui peut donner le sourire. Oui. Donc, j'invite tout le monde à pouvoir donner le sourire à plus petit que soi. D'accord. C'est bien dit. Merci les filles, beaucoup. on va s'organiser aussi de notre côté pour au moins faire un petit don. Oui, bien sûr. Oui, ça donne. On va le faire. Allez, on va partir en pub. On se retrouve dans Alors, on se retrouve tout de suite après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici sur NCI. On continue à parler des enfants défavorisés à l'approche de Noël, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, on va continuer à parler association avec cette fois-ci un artiste qui, au-delà de son talent, un artiste coupé-décalé, qui, au-delà de son talent, a décidé de se lancer dans une cause noble en faisant une fondation appelée le 18 avril. On va le recevoir dans quelques instants, mais avant, un petit portrait de Kedjeva. Vous le connaissez en tant qu'artiste, découvrez maintenant une autre facette de Yao Parfait, alias Kedjevara DJ. C'est Noël et le moment est bien choisi par la Fondation 18 avril pour faire des heureux. Au programme, partage de cadeaux et spectacles gratuits assurés par des artistes de renom. C'est important de partager. Noël, c'est la période des enfants. Et étant une personnalité publique, quelqu'un aujourd'hui qui a une petite popularité, je me suis dit, c'est quand même bien d'apporter un peu de joie aux enfants de Gonzagueville à Port-Bouët, parce que moi-même j'ai vécu là-bas. Et je me dis, ce genre d'activité là-bas, quand des structures font, il faut entrer à 2 000, à 3 000, alors que généralement les gens n'ont pas assez de moyens. Donc là, j'ai décidé d'offrir ça gratuitement. Son intérêt pour les enfants démunis, Kedjevara le partage avec sa famille qui l'embarque direction Gonzagueville où attendent plus de 2000 enfants tout excités de voir l'artiste. Bien, nous sommes arrivés à Gonzague. À Gonzagueville, c'est mon quartier d'enfance. J'ai vécu ici. Ici, c'est l'école où j'ai fait la classe de CM1 et CM2. Donc, c'est un plaisir de retrouver cette école. C'est un plaisir de retrouver cette atmosphère. C'est un plaisir de revenir ici apporter la joie. Donner de la joie à ces enfants issus de milieux modestes, c'est l'objectif de Kedjevara qui estime que chaque famille a le droit de fêter Noël comme il se doit. Moi, je prends plaisir à faire ce genre d'activité parce que je me dis, arrivé un moment, il faut partager, il faut donner du bonheur. Il ne faut pas attendre de toujours recevoir. Donc, c'est un kiff. Moi, c'est mon kiff. Chacun a son kiff. Et tant que Dieu me donnera les moyens, je ferai ce genre d'activité qui fait plaisir aux enfants. Parce que quand les enfants sont contents, tout le monde est content. La cerise sur le gâteau revient aux plus studieux élèves. Les 10 meilleurs de l'école sont récompensés pour leurs efforts avec des tablettes éducatives. Ça fait plaisir de voir les enfants s'enjailler, comme on dit chez nous à Abidjan. Quand on est satisfait, on a récompensé les meilleurs élèves avec des tablettes. Les autres auront des voitures.
voitures télécommandées, les filles auront des poupées. Mission accomplie, la Fondation 18 avril avec tous mes collaborateurs, tous mes artistes. Tout le monde est content et on a bien bossé. Donc c'est une joie immense. Noël, une fête magique, surtout lorsqu'on est soudé et entouré. C'est donc un pari réussi pour la Fondation 18 avril qui apporte de la féerie à ses enfants, ne serait-ce que pour une journée. Kedjevara, félicitations, Merci. Bienvenue, vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors moi, je pense que c'est doublement cool de faire ce genre d'action quand on est connu et on donne aux autres. Parce que quand on va vers les autres, même si la personne n'est pas démunie, quand il voit Kedjevara là, lui-même il a envie de venir. Il y a la joie partout. Alors comment ça fonctionne concrètement? Ce n'est pas forcément les enfants démunis, c'est tous les enfants du quartier. Ah oui. Voilà, ce sont des activités qu'on n'en voit pas souvent là-bas. Parce que souvent c'est payant, bien c'est compliqué. Donc c'est important de partager. Et c'est seulement pour la fête de Noël ou Avec les enfants, c'est seulement pour la fête de Noël. Sinon, nous partageons des cabines téléphoniques souvent aux jeunes. Pour les femmes, nous faisons plusieurs activités. Mais avec les enfants, c'est seulement en Noël pour l'instant. Alors, on l'a un petit peu entendu dans le reportage. Hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionne, hein, de rendre un peu ce que vous avez aux enfants. Mais ça a commencé quand, tout ça? Ça a commencé, c'était un rêve depuis longtemps. Moi, j'ai mûri cette idée depuis le début de ma carrière. Donc, concrètement, ça a été depuis 2018, avant mes 10 ans de carrière. À chaque fois, quand j'ai un concert, j'ai un événement, j'introduis ça dans le dossier afin de trouver des sponsors. Ça me facilite. Si je devais dépenser peut-être 5 millions dans l'activité, grâce aux sponsors et tout, peut-être je dépense la moitié. Donc les gens vous font confiance? Oui, ils nous font confiance, ils nous accompagnent parce qu'on ne prend pas de l'argent. On leur dit, bon, on a telle activité, si vous voulez faire des dons, envoyez un représentant et quoi pour nous accompagner. Donc en fait, c'est utiliser finalement son influence pour pouvoir impacter sa communauté. Justement, parce que c'est tellement simple, quand tu es connu, tu as plusieurs facilités. Exactement. Ça ne sert à rien de rester chez toi et faire profiter à ta famille seulement. Est-ce que vous connaissiez le monde du caritatif et de l'associatif avant de créer votre propre fondation? Oui, parce que je tourne beaucoup avec la première dame, Madame Dominique Ouattara. Donc, c'est un peu là-bas j'ai eu cet amour aussi. Voilà. Je tourne avec elle depuis l'avènement du président, depuis 2010. Donc, ça fait pratiquement 10 ans que nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez eu des difficultés depuis que vous avez commencé? C'est vrai que vous avez des sponsors, ça a l'air plus facile, mais est-ce qu'il y a quand même ces challenges-là qui... Non, il n'y a pas de difficulté parce que moi, je n'ai pas de pression. Quand je peux, je fais. Quand je ne peux pas, je ne fais pas. Ah ouais. Voilà, donc, sans pression. Je n'ai pas de pression. C'est en fonction de mes moyens. Je me dis, arrivé à un certain moment, je fais un peu la somme de mes activités, ce que j'ai eu. C'est une sorte de dîme. J'enlève un pourcentage pour partager, soit avec les femmes, soit avec les jeunes, soit avec les enfants. D'accord. Et avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez un cri de cœur à donner, à dire, justement, avec tout ce que j'imagine que vous voyez tellement de choses difficiles. Oui, vous avez un cri de cœur? Pas de cri de cœur parce que je ne veux pas me jouer le moralisateur. Chacun a son kiff dans la vie. Moi, c'est mon kiff. Par exemple, mon kiff, c'est plus de faire ce genre d'activité que d'aller en boîte payer une facture de 3 millions pour faire un anniversaire. Chacun a son kiff. Chacun a son esprit. Pas amener quelqu'un à faire ce qu'il n'aime pas. Moi, je peux tout juste dire aux gens de faire ce genre d'activité parce que moi, je n'ai rien. Il y a des milliardaires, des gens qui ont beaucoup plus, mais qui ne font jamais ça. Il faut qu'ils pensent souvent, c'est très important. Il paraît que quand on donne, on reçoit encore plus. Est-ce que depuis que Kedjevara donne, là, il reçoit beaucoup? Il reçoit trop. En tout cas, il reçoit toujours. En bénédiction et financièrement aussi, tu reçois. Et essayez, vous verrez que tu reçois 10 fois plus même. Ah, mais donc vous avez compris. Hein. Est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser plus ou moins votre communauté sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire des collectes ou bien pour pouvoir être bénévole, aller plus loin dans votre activité associative? Ben, je peux, mais je ne veux pas le faire parce que souvent, ça envoie beaucoup d'histoires. Tu as pris l'argent de telle personne, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Quelqu'un veut m'accompagner. OK, j'ai telle activité dans tel coin, tu envoies un représentant. Moi, je crée déjà l'activité et tu fais tes dons. Mais collecte, prends, depuis ne pas faire, après, ça rentre dans trop de débats. Il ne se fatigue pas, Kedjevara. Il est sans fatigue pas. La version zen de Après, il y a trop d'histoires. On t'a donné tel nombre de millions, tel nombre de lots. Je ne veux pas rentrer dedans dans ma vie. Donc, vous fonctionnez comment? C'est-à-dire quelqu'un vient, il met l'argent dans la main de quelqu'un et la personne vient vous... Comment moi, je fonctionne à travers, par exemple, ce sont mes spectacles.
mes concerts, mes événements, mes tournées que je fais. Puisque moi, je suis un croyant, je vais à l'église, donc j'enlève un certain pourcentage. Et quand ça devient conséquent, comme une dîme. Quand ça devient conséquent, avec mon staff, avec la structure du 18 avril, Fondation du 18 avril, on essaie soit d'offrir peut-être des cabines téléphoniques aux jeunes dans un quartier ou offrir un financement à certaines mamans pour leurs projets de commerce et autres, ou ce genre d'activités. Vous êtes essentiellement sur fonds propres? Sur fonds propres, essentiellement. Ouais. Est-ce que vous avez eu peut-être, je dirais pas un problème, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans le passé ou dans votre enfance qui a peut-être pu réveiller en vous cette passion, cet amour de vouloir donner aux autres? Non. Non. J'ai toujours rêvé de ça, c'est comme je dis, c'est un kiff. Ouais. Alors, vous avez été à l'école à Gonzagueville, et c'est là que vous êtes allé justement pour donner des cadeaux aux enfants. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, en dehors de l'école que vous connaissez, ou est-ce que c'est plus affectif? Enfin, il y a quelque chose d'affectif. Ben, on choisit cette année, l'idée est partie sur Gonzagueville, mais l'année, peut-être 2 ans de cela, on était à Boaké, à Golikro, au village de ma maman, et on a fait ce genre d'activité avec les enfants de là-bas, avec une brasserie qui était partenaire sur l'événement. On a donné plus de 100 bancs, j'ai réhabilité l'école, j'ai organisé un grand concert comme ça aussi avec les meilleurs artistes. Donc ça dépend. Je peux me lever, si Aurélie est dans ma team, on dit bon, cette fois on part dans ton village. C'est ça. Voilà, c'est pas forcément à Gonzagueville. Donc on ira à Botoro la prochaine fois. Voilà. C'est un peu éclaté au fait. D'accord. Est-ce que il y a un suivi après, du genre vous avez fait un don il y a 2 ans de cela à cette dame qui avait besoin d'une cabine téléphonique ou à un homme? Est-ce qu'après vous... Ce sont des jeunes. On a lancé une activité sur Facebook pour demander aux jeunes de s'inscrire afin qu'on puisse leur donner des caisses cabines, des parasols, téléphones, recharge et tout ça pour pouvoir lancer leur activité. On a sélectionné près de 200 jeunes et on les a reçus sur un terrain, on leur a donné leur cabine et puis bon, voilà. C'est tranquille. Et après, vous ne vérifiez pas si tu n'as pas bien géré ta cabine, tu es tombé. En tout cas, c'est à ton niveau. Demain, on ne va plus t'aider. On a fait ce qu'on pouvait. Mais après, on ne peut pas faire la police derrière les gens, c'est trop compliqué. Parce qu'il y en a qui sont de mauvaise foi aussi. Comment vous faites la différence entre ceux qui sont vraiment dans le besoin et ceux qui viennent pour vous arnaquer en même temps? Par exemple, à Gonzague, là, il y a certains commentaires sur Facebook qui disent que voilà, les élèves que nous avons récompensés, en réalité, ne sont pas les meilleurs. Ah bon? Mais ce sont des connaissances des instituteurs. Ça, c'est des commentaires. C'est remonté après? Non, c'est plus des commentaires. C'est des commentaires qu'on voit, mais ce n'est pas vérifié. Donc, après les fêtes, on va envoyer une mission là-bas vérifier si c'est exact ou faux. Parce que les gens sont capables de leur prendre leur cadeau. C'est ça le revers de la charité. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu essaies de faire ce que tu peux, mais après, tu ne peux pas aussi faire la police. Voir tout le monde. Okay. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'associatif en Côte d'Ivoire fait assez? Est-ce qu'il ne faut pas plus d'actions qui sont menées pour... Il faut plus d'actions, c'est très faible. Parce que quand on connaît le nombre d'hommes riches ici, ça c'est trop faible même. Il faut que les gens apprennent à mettre la main à la poche pour partager, c'est très important. Il y a trop de milliardaires ici, mais bon, ils n'ont jamais même acheté, je ne sais pas, maïs, benzin pour quelqu'un. C'est vrai. Ils laissent l'argent là dans leur compte et après ils meurent, les enfants viennent, ils prennent, ils vont acheter des bateaux, tout et puis tout fini. Donc c'est mieux de partager un peu. Et quand vous sollicitez vos amis artistes, ils vous suivent, non? Oui, ils nous suivent, mais c'est pas gratuit. Ah bon? C'est jamais gratuit, jamais de la vie. Même pour des enfants. Seulement, ils te font des faveurs. Peut-être s'il avait l'habitude de prendre 1 million, il peut te dire, bon, comme c'est toi, c'est moitié. Mais c'est pas gratuit, là, je vous confirme. Ah oui, il faut quand même... C'est dommage, ça, ça coûte cher, cette petite activité, ça nous a pas coûté moins de 3 millions. Ok, c'est dommage. Non, mais c'est pas dommage, c'est son métier. Ben oui, parce qu'il n'a pas peut-être tout le monde n'a pas moi la aussi, si tu m'invites sur une activité, c'est vrai que même si je te prenais 1 million, 2 millions, mais je vais te dire, bon, grouille au moins le transport, 500 000, il faut qu'on vienne. C'est comme ça. Ça reste une faveur. Voilà, ça reste une faveur, mais ce n'est pas gratuit. Comme souvent, certains pensent que voilà, quand tu es connu, tu viens. Quand on donne pour une association, si on donne en argent, on donne de son temps, comme on disait tout à l'heure. Donc pour moi, je sais que les autres n'ont pas forcément envie de donner.
Voilà pourquoi je dis, toi, c'est ton kiff, mais ce n'est pas forcément le kiff de l'autre. Donc, c'est son métier. L'autre, il se dit, si Dieu voulait, il allait faire tout le monde riche. J'appelle Aurélie, j'ai dit, Aurélie, viens animer, j'ai tel truc quelque part à Korogo, là-bas, ce n'est pas forcément ton programme. Tu payes mon transport au moins. C'est ça. Je ne vais pas demander à avoir un cachet. Non, tu ne demandes pas un cachet. Tu dis, normalement, mon déplacement jusqu'à Korogo, je prends un exemple, c'est 2 millions. Mais comme c'est telle activité, essaie de voir ce que tu peux mettre à ma disposition. Et là, moi, je peux te dire, j'ai 500 000, essaie de séancer. Tu vas séancer, mais je ne vais pas te dire, il y a 30 000. Tu ne vas pas venir, c'est ça. Alors, Kedjevara, on a un rituel ici qu'on appelle le tac au tac. D'accord. On va te poser des questions. Et tu dois répondre à ces questions-là en 2 secondes maximum. Tu ne réfléchis pas trop. Même si c'est des questions bizarres. C'est bon, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, tout de suite, le tac au tac. Ordinateur ou téléphone? Téléphone. Resto ou boîte de nuit? Boîte de nuit. Ah, t'as pas dit que je vais en boîte, mais bon, je ne fais pas le fou là-bas. Ah, d'accord, ok. Je suis au calme. Petit modèle ou Apuchu? Bon, au milieu. Un peu petit, un peu Apuchu, ça gère. Garba ou Aloko? Garba ou rien. Ah, ça. Baby Philippe ou Mix DJ? Baby Philippe, c'est mon ami d'enfance, donc Baby Philippe ou rien. Baba Abissara ou Vital? Je suis au milieu. Je savais, je t'attendais sur cette question. Il dit Claire Bailly, c'est mieux. C'est mieux pour toi. Alors, riz couché ou café? Riz couché ou rien. Alors, c'est quelle sauce? Ou bien sauce graine? Sauce graine. Ouais, ça déjà. Un peu de papa de bœuf. C'est ça même. Matin ou soir? Par rapport... Tu préfères pour les matins ou soir? Le soir, je suis DJ. Le matin, je dors seulement. Il y a même actuellement le sommeil. Oh là là, c'est pour ça que tu as mis les lunettes noires. Alors, dernière question, Singila ou Dadju? Au milieu, je prends Lato Crespino. Tu vas aller chercher ma parade. Lato Crespino, c'est le vrai Dadju, c'est le vrai Singila. En tout cas, je suis d'accord, En tout cas, merci beaucoup. C'était le tac au tac avec Kedjevara. Merci en tout cas, et on salue vos initiatives. Franchement. Avec la Fondation 18 avril, c'est ça? 18 avril, on rappelle que c'est la date de naissance de... Ouais, 18 avril. Il a chanté... Votre boîte de production s'appelle comme ça aussi. 18 avril production. 18 avril, 18 avril, j'ai vu le soleil. J'ai vu le soleil, c'est la chanson. Vous avez encore quelques minutes où vous devez courir? Non, je suis là pour vous. Vous êtes là, vous restez avec nous? Pas de problème. D'accord, on va partir en pub, on revient dans quelques instants. L'émission continue, à tout de suite. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Notre émission continue plus que quelques minutes avant la fin. Alors on va parler de l'année 2020, une année 2020 qui a été marquée par une crise sanitaire à l'échelle mondiale, sans précédent, par des crises politiques à travers le monde. Bref, une année de bouleversement. Et ce n'est pas le youtubeur Siro qui va me contredire. Justement, on va regarder une vidéo qui est devenue virale et qui a été regardée plus de 200 000 fois quelques heures après la publication. On regarde et on en parle juste après.
Bon, alors, je voulais pas du tout vous faire pleurer, hein, mais, voilà, c'était ça 2020. Très émouvant. 2020 a été tellement difficile. En fait, parce que, c'est vrai qu'il y a le corona, mais je sais pas, mais il y a eu tellement de décès. Ouais. Non, c'était lourd. Moi, le décès qui m'a... incroyable. J'ai rarement vu une année... On ne pourra pas oublier cette année-là, quoi. Clair. Mais il y a une des choses qui m'a le plus marqué, c'est le décès de George Floyd. La manière dont il est mort, comment ils l'ont traité. C'est quelque chose qui restera marqué. Je pense que tout le monde a plus ou moins eu quelqu'un qui est décédé en 2020. Là. Oui, quelque chose oui, tout le monde connaît quelqu'un. Ouais. Pour moi, j'ai eu une mais les filles qui s'est passée récemment, là, mais vraiment. Remercions, bien sûr. Les filles, y compris Kedjevara, effectivement. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que honnêtement, ça nous rappelle qu'il faut être, il faut se sentir chanceux quand on est vivant, quand on a la santé. Il faut apprécier la vie parce que rien n'est. Il me faut 5 minutes pour me dire ça là, pour l'instant. Ouais. Remercions le Seigneur d'être en vie. Exactement. Franchement. On a beaucoup de chance. Il ne reste que quelques jours, mais je sais que Dieu, comme on dit, en tout cas ceux qui croient, Dieu nous protège. Et je pense que l'année 2021, comme on dit, quand il pleut, le beau temps arrive. Ouais. Donc, il vaut mieux rester positif pour l'avenir parce qu'on est encore là. C'était une année difficile. 2020, pas seulement 2020, je peux vous dire que ça a commencé même en 2019. Ouais. Voilà, ouais. Surtout pour nous, dans le coupé décalé, avec la pète de notre frère Didier Arafat. Ouais. C'est celui-là même qui mettait un peu de lumière, beaucoup de lumière sur le coupé décalé, à travers les réseaux sociaux, tout ça. Donc, enchaîné avec 2020, Corona, en passant par la crise politique, tout ça, c'est compliqué. Surtout pour les artistes, les hommes du showbiz, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça a été et c'est toujours très compliqué. Ouais, c'est pas fini, hein. Il reste quelques jours encore, mais on va espérer que 2021 augure de meilleures choses. Voilà. Et donc, Kedjevara, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un mot de fin? Parce qu'on va se séparer. On ne veut pas se séparer sur cette note triste. Hein? Faut nous dire quelque chose pour qu'on soit un peu content. C'est monsieur qui donne la joie quand même. C'est le mec qui donne la joie. Hein? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Et je donne rendez-vous à tous les fans de mes différents événements. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve comme tous les jours, même heure, même chaîne. À bientôt.